avait des gens qui n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas de famille, ils ne pouvaient pas retourner chez eux les fins de semaine. Ils trouvaient ça pénible, ils étaient désolés. Il s'est rendu compte d'une situation qui lui paraissait tout à fait injuste au moment où lui pouvait suivre ses traitements et que d'autres n'étaient pas en mesure de le faire ou choisissaient de ne pas le faire. Le taux de mortalité des personnes atteintes du cancer est relativement élevé dans l'Est du Québec. Pour cette clientèle malade, seuls quelques hôpitaux situés dans les grands centres prodiguent des soins. Plusieurs patients choisissent alors de ne pas se faire traiter, préférant rester dans leur patelin ou n'ayant simplement pas les moyens de déménager pour la durée des soins. Après avoir lui-même livré bataille contre la maladie, le Rimouskois Omer Brazeau militera durant 10 ans pour faire en sorte que les résidents de sa région puissent être guéris chez eux. Une bataille qui aboutira avec la construction du centre de traitement du cancer et d'une hôtellerie qui porte aujourd'hui son nom. Son épouse, Ginette Brazeau, raconte l'homme derrière les projets. Mon invité aujourd'hui, Ginette Brazeau, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'œuvre de votre mari, mais aussi de témoigner de ce que vous avez vécu, vous, en tant que conjointe, qui l'avez évidemment suivi dans ses batailles, dans ce qu'il a réussi à nous léguer, nous, à la population de l'Est du Québec. Pour en parler, évidemment, on peut longuement discuter de la manière dont tout ça s'est produit, mais on va commencer par le commencement. Parlons-nous des En fait, comment vous l'avez connu, votre mari, madame? Je l'ai connu, j'avais un ami qui travaillait au ministère de l'Éducation, un coopérant de France. À l'époque, au lieu de faire le service militaire en France, il pouvait venir, je ne sais pas si c'était seulement au Québec ou ailleurs, faire 1 an ou peut-être plus de service. Alors, ce jeune homme-là était venu à Rimouski et Omer Brazeau était son directeur. Hein? Donc, on parle de l'époque où il était donc, au ministère de l'Éducation, au bureau régional à Rimouski. Oui, donc, il a été prêté pour 6 mois dans la région avec M. Tousignan pour venir ouvrir les bureaux du ministère de l'Éducation. Voilà. Comme moi, je connaissais le jeune homme et ce jeune homme-là a été malade. Alors, j'ai rencontré Omer Brazeau à l'hôpital en allant visiter mon ami. Et c'est ça. Ça a été le début d'une belle et grande aventure. Voilà. Oui. Bien, Omer, lui, on peut dire, il est originaire de Toronto. Ses parents étaient francophones, mais dans le milieu de travail de son père, tout le monde parlait anglais. Plus vieux, ils sont déménagés en banlieue d'Ottawa. Omer, lui, il a fait les mathématiques physiques, sa maîtrise là. Et puis, après ça, il est allé à Saskatchewan. Il voulait aider, donc il dit peut-être que je pourrais aller chez les pères. C'était les Oblates Marie Immaculée. Alors là, il a fait sa théologie là, la psychologie, la philosophie, pendant, quelques années. Puis après ça, il rêvait d'aller en Afrique aider. C'était un homme qui aimait les gens. Et il dit, je pourrais aller aider à bâtir des écoles et autres. Ça, c'était avant de vous connaître, évidemment. Oui, je ne le connaissais pas là, à ce moment-là. Et là, les pères, eux, ils ne voyaient pas là-dedans aller porter la bonne nouvelle. Et eux, ils voulaient qu'ils ramassent de l'argent. Comme c'était un homme qui avait une facilité avec les gens, il fallait qu'il ramasse l'argent pour le collège. Une fois pour une autre cause plus tard, mais dans un autre cas.
Là, on va faire des sauts dans le temps, forcément. Alors, vous vous mariez, vous avez des enfants, tout va bien, la vie se déroule bien, mais il y a des combats qui vont se mener. Et le premier de ces combats-là, c'est son cancer. Oui, en 85, il y a eu un cancer, je dirais, au niveau de nodule, au niveau de la gorge. Le pronostic n'était pas tellement encourageant. Non. Voilà. On dit on va faire une chirurgie, puis on va voir. Et je me rappelle quand il y a eu le diagnostic, j'étais là, c'était le midi, il m'avait téléphoné, je sortais de mes cours. Et puis c'était, tu sais, à l'époque, 85, là, c'était pas beau, hein, la chance de survie ou quoi que ce soit. Il fallait surtout aller se faire traiter à l'extérieur. À l'extérieur. Ce qu'a vécu votre mari. Oui. Puis, mais tout s'est fait vite. Mais là, je me rappelle, c'était frappant. Il dit, moi, j'ai des filles. Je vais me battre pour mes filles. Il est allé à Québec et il revenait chez nous les fins de semaine. Je présume, oui. Il est devenu gris, amaigri. Ce sont les traitements qui ont provoqué ça. Puis on le voyait ça. Derrière chez nous. Il parlait aux oiseaux. Puis on aurait dit qu'il était serein dans tout ça. Malgré tout, hein? Et puis, il a survécu. Mais après ces traitements, donc, là, on a dit... J'imagine, je présume, que devant le fait que plusieurs n'étaient pas en mesure d'aller se faire traiter à Québec, il a décidé de s'impliquer. C'est là que ça a été pour lui une révélation, je ne sais trop. Plus quand on l'a demandé pour faire partie de l'Association du cancer de l'Est, il est allé à 2 réunions, il est revenu chez nous, et puis là, il s'est convaincu que les gens de la Gaspésie, les gens de nos régions avaient le droit, eux aussi, d'avoir ces services-là. Les matos étaient menacés, puis là, avec la nécessité d'avoir la radiothérapie, au fil des réunions, là, il a commencé à brasser des choses, puis il a dit, oui, on peut avoir des services. Puis là, il est allé trouver des gens. Là, son idée était faite. Il avait trouvé la cause, là. Oui. Il y a une date. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand votre mari s'est rendu à Rivière-du-Loup au sommet, le fameux sommet socio-économique du Bas-Saint-Laurent, où là, rempli d'espoir, il voulait justement obtenir un oui de la part du gouvernement, puis c'était essentiel de l'avoir à ce moment. On est en 1988, je pense, dans ces eaux-là. Et puis, pour lui, c'était... Je ne sais pas comment il a ressenti ce refus-là. Bien, lui, là, c'était un bénévole, hein? Quand tu es bénévole, tu ne dépends pas du salaire que tu vas recevoir de la madame, de la ministre de la Santé ou autre. Il est allé à la rencontre, puis il y avait M. Ryan qui ça faisait pas longtemps qu'il avait perdu sa femme. Il y avait plusieurs ministres qui étaient là. Puis là, Marc-Yvan Côté était là, c'est le sommet socio-économique, c'était les libéraux qui avaient organisé ça. C'est ça. Il y avait du monde là. Puis là, Omer, il a pris la parole, puis il a dit, Madame la ministre de la Santé, là, Lavoie-Roux, il dit, on aurait vraiment besoin, dans le Bas-Saint-Laurent, d'avoir ce service-là. Madame Lavoie-Roux, elle a dit que non. Elle a dit, Québec, Montréal, a dit, on va... amener une technique de pointe, puis les gens viendront se faire soigner à l'extérieur. Là. Il y avait un moratoire, c'est ça qu'on avait à l'époque. Alors, il a dit calmement, là, Madame, vous viendrez voir les gens qui vont mourir faute d'avoir eu des services. Puis il paraît que là, Madame, ça l'a saisi.
Puis M. Ryan s'est mis à pleurer. Puis là, ça a réagi. Ça a réagi, puis il y a eu le tremblement de terre qui est arrivé. Coïncidence ou... Mais vraiment... Mais il n'y a pas eu le feu vert à ce moment-là, mais il a marqué des points. Il n'y a pas eu le feu vert, mais dans les rencontres qu'il y a eu après, ils ont dit on va t'aider. Marc-Yvan Côté, qui était le grand organisateur. On va t'aider, Omer. Okay. T'as pas de problème, on va continuer à ramasser ton argent. Puis là, c'est là qu'une fois qu'ils ont eu le 5 000 $, les plans, tout ça... 5 millions. 5 millions, pardon. Là, ils ont fait la première levée de terre. Il faut dire qu'à cette époque-là, au-delà de 40 des personnes qui souffraient d'un cancer dans l'Est du Québec refusaient d'aller se faire traiter à l'extérieur. C'est trop loin, pas les moyens d'y aller, ne voulaient pas s'éloigner de leur famille. Et ça l'avait marqué, forcément. Surtout aussi des jeunes femmes qui avaient un cancer du sein et puis qui préféraient faire enlever le sein... Plutôt que de subir. Parce qu'elle dit, je ne veux pas abandonner mes enfants pour aller à Québec. Puis il y a des gens, mettons, de la Gaspésie, là, ils n'allaient pas à Québec. Ils n'étaient jamais allés, ou il n'y avait pas d'argent. Tu sais, c'est tout l'aspect humain de la chose. Là. C'est quand même extraordinaire que l'hôtellerie puisse accommoder... plus de 70 lits, même davantage, et offrir l'hébergement, le couvert pour un montant très raisonnable. Sans ça, et encore de nos jours, combien pensez-vous qu'il y aurait des centaines de personnes qui refuseraient d'aller se faire traiter à l'extérieur? C'est important, l'hôtellerie. C'est que l'hôtellerie sert d'abord pour les gens atteints de cancer, mais peut servir pour des gens qui viennent pour chirurgie d'un jour, les gens de l'extérieur, ou autres traitements. Alors, quand s'est impliqué dans c'est-à-dire au sein de l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'était pour implanter une hôtellerie. Il s'est La première chose, c'était d'avoir les services de radio-oncologie. On peut dire qu'il travaillait de front. Si on a la radio-oncologie, il faut avoir l'hôtellerie. À partir de quand vous êtes-vous rendu compte que pour lui, c'était devenu comme l'objectif de sa vie? Après la deuxième réunion. Ah oui, si tôt! Le connaissant, c'était après la deuxième réunion. Et puis là, je savais qu'il s'embarquait dans quelque chose parce qu'il en parlait. Il en parlait beaucoup. Là. Puis il se rappelait quand il était à l'université... Il connaissait un paquet de monde là, qui étaient devenus des ministres, des députés. Alors, on a tendance à l'oublier, mais il y avait vraiment des accointances. En fait, il y avait beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. Puis ça en est servi. Oui, ça en est servi pour monter sa stratégie. Gentiment, il allait les voir, puis il disait, regarde, on est dans les régions éloignées. Les gens paient les impôts, les mêmes choses. Pourquoi n'ont-ils pas les mêmes droits? Tout le monde a applaudi quand le résultat a été évident, c'est sûr. Même si ça a été un chemin de Damas par moment pour lui et pour vous aussi. Là. Puis aussi, il y a eu voyez-vous, 98, là, la bâtisse était construite, pas fonctionnelle encore. Là, ça nous prenait des radio-oncologues. Absolument, ça, c'est une autre bataille, ça, qu'il a dû mener. Là, vous savez, au Québec, aller chercher des médecins ailleurs quand on n'en a pas ici, c'est pas bien vu. Oh non, ils n'ont pas la même formation. Imaginez-vous, à Paris... Là, on va les nommer, c'est Redouane Bétard et Sabrina Salmani. Oui. Mais comment il a fait pour aller chercher, lui? C'est Georges Lévesque qui... Georges Lévesque. Ils sont allés à Paris. Eux pratiquaient là. Ils avaient la même formation.
Et à ce moment-là, Redouane est venu le premier pour voir. Et puis, justement, Omer avait arrangé ça avec une levée de fonds au club de golf. Une autre. Puis Redouane, ça lui a plu. Puis il est resté. Puis Sabrina est arrivée au mois d'août avec les enfants. Puis là, nous, on s'est occupé d'eux. De Redouane, quand il était tout seul. Puis après ça, on est allé chercher Sabrina à Québec avec les enfants. Puis on les a encadrés. Ils ont eu un temps de formation, je pense, de 3 mois à l'Hôtel Dieu. Puis après ça, ils sont venus. Puis, ils avaient tout à faire, à construire, là, le centre. C'est-à-dire tout équiper le département. Le département était à monter. Oui. Et, toute la machinerie à monter. Ça a pris quelques mois. Puis à un moment donné, ils ont ouvert et ça fonctionne. Madame Brazeau, on est ici devant la maison Marie-Élisabeth, la maison de fin de vie. C'était un projet, le dernier projet de votre... Oui. Pourquoi c'était si important pour lui de créer cet endroit-là? C'est qu'ici, on peut dire Rimouski ainsi que la Gaspésie, tout le territoire, avait besoin de ce type de maison pour les soins palliatifs. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'occasion. Alors, Omer est allé voir le docteur Louis Dionne de la maison Michel Sarrazin. À Québec, l'idée est venue de là. Oui, Okay. puis pour voir, est-ce que dans le Bas-Saint-Laurent, il y aurait possibilité qu'on ait ce genre de maison, étant donné ce qui avait été fait auparavant? Dites-moi comment le choix s'est fait ici. Comment, d'abord, il a réussi à trouver un emplacement. De quelle manière ça s'est fait? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu des refus? Il a demandé à des communautés religieuses ou des particuliers, s'il y avait, sachant qu'il y avait des terrains ou autres, s'ils seraient intéressés à donner une partie de leur terrain pour la construction. Non, c'était non. Et les Sœurs du Saint-Rosaire nous ont offert le terrain. Puis l'aide aussi, dans le sens, on dit, on va aller faire du bénévolat, on va être avec vous, on va vous accompagner. D'où le nom Marie-Élisabeth. Marie-Élisabeth, qui est la fondatrice des Sœurs. Hein? Tout à fait. C'est beau, hein? Oui. Votre mari, Omer, a eu une idée brillante pour amener de l'eau, apporter de l'eau au moulin au plan financier, à l'hôtellerie, en créant une friperie dont, évidemment, les bénéfices sont versés à l'hôtellerie. Mais c'est venu d'où cette idée-là? Ça tombe pas du ciel quand même? Là? Il l'avait pas au départ, cette idée-là. Ah non? Non, pas du tout. Et un jour, on était en Angleterre. Nos filles faisaient des stages d'anglais. Et une de nos filles a été malade. Donc, il a fallu aller rencontrer un médecin. Alors, on se rend au cabinet de médecin, on attend, et sur le mur est affiché des genres de posters décrivant les friperies, puis qu'est-ce qu'ils... et leur cause. Et c'était pour ramasser des fonds pour le cancer. En Angleterre, donc? En Angleterre. Vous avez découvert que les friperies servaient justement Peut-être pas toutes, mais celle-là où on est allé. Et puis là, il me dit, note ça tout de suite. Prends toute l'information. Si eux sont capables de gérer les choses de cette manière, nous aussi, on est capable. Il l'a bien montré. Il est revenu avec l'idée qu'on aurait une friperie. Et puis, voyez-vous, à chaque année, il donne des centaines de montant qui est versé. Tout à fait. Oui. Il était content, il était fier? Oh oui, très, très fier. Il était sur le conseil d'administration, puis il a réussi à avoir M. Beaulieu, Jean-Yves Beaulieu. Qui est un homme d'affaires. Oui. Puis, encore là, il était capable, il avait le tour pour aller chercher des gens. Ça prenait un homme d'affaires pour mousser la cause.
Mais comment les filles voyaient ça, là, au plus fort, par exemple, des campagnes de levée de fonds, quand ils partaient à gauche et à droite? Vous le suiviez parfois, je présume, et qu'il est devenu aussi une personnalité publique dans la région. C'était un homme, c'était un gars de projet, là, tu sais. Il fallait que ça bouge. Oui. Il fallait qu'il soit entouré aussi. Oui. Puis après ça, bien, il allait trouver aussi des gens d'influence. Si il voyait qu'ici à Rimouski, c'était pas... Bon, là, il y avait des collègues de l'université qui étaient ministres dans le temps. Il allait les voir ou il leur téléphonait, j'ai besoin d'aide. Vous avez été témoin de certains appels comme ça, vous? Puis après, moi, j'allais des fois au conventum avec lui à tous les ans ou 2 ans, je ne me rappelle pas. Puis à un moment donné, Louis Desmarais, qui était le frère de Paul Desmarais, lui était à l'école avec ces gens-là. Là. Ils ont dit 2 personnes... oh mon Dieu, il était peut-être 30. Là. Il dit 2 personnes alentour de la table qui ont été honorées comme membres du Canada. Levez-vous. Il pensait qu'il y en avait plusieurs. Il y avait Omer, puis il y avait le recteur de l'Université d'Ottawa, puis M. Louis Desmarais. Il aurait aimé ça, hein? Que voulez-vous? Puis je trouve aussi, quand on est allé à la réception chez la gouverneure générale, là, quand il a reçu l'Ordre du Canada, Mme Clarkson? Mme Clarkson. Oui. Quand ils disent pourquoi la personne reçoit là, des œuvres humanitaires comme ça, elle était contente. Ça lui faisait plaisir. Dans le fond, c'est un peu le couronnement de tous les efforts qu'il avait prodigués. C'est pas moi qui a reçu, c'est la population qui a répondu. Lui, là, il voulait rien pour lui. Lui, là, si la population répondait, c'était suffisant. Est-ce qu'il était conscient du bien qu'il faisait dans son esprit pour lui? C'était d'offrir une gamme de services, évidemment, qu'on n'avait pas. Lui, là, il aimait les gens fragiles. Il y avait un amour de ces gens-là. Et si on avait à tirer pas une conclusion, peut-être là, une impression sur tout le bien qu'a fait votre mari, tout ce qu'il a assumé comme, comme projet, tout ce qu'il a rendu à terme. Il y a de quoi être fier, mais cet héritage-là est ici pour longtemps. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à ça? Comment donner une suite à tout ce travail-là fait par votre mari? Je crois que pour la population, ça a pu influencer d'autres personnes de réaliser des choses dans divers domaines, puis de ne pas lâcher. Oui. Jamais se décourager, malgré les obstacles. C'est ce qu'on peut retenir de l'exemple de votre mari. Là. Oui. C'est beau, hein? Ça fait une belle histoire. Nous, ma famille, mes enfants et moi, on trouve qu'on était privilégiés de le connaître puis de vivre avec lui. Quand j'embarque dans ma voiture, même maintenant, je conduis, je dis « Omer, tu m'accompagnes, puis tu trouves que je conduis bien. » Parce que c'était la seule affaire avec lui, quand je conduisais, « Fais ci, tourne ici, fais ça. » Puis des fois, là, j'arrêtais la voiture quelque part, j'ai dit « Conduis, Omer. » Il aimait ça conduire. Il aimait ça énormément. Hein? Oui. Alors là, puis à son décès, là, j'ai dit « Omer, tu t'assois, tu parles plus, puis tu t'en viens en voyage avec moi. » Je vous souhaite longue route, ma chère Gilles. Et je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces instants de pure délice en votre compagnie. Merci. Merci. Bienvenue, ça m'a fait plaisir.